au cœur de ce forum Zaché, nous avons la joie alors d'accueillir d'une manière un peu originale Erwan Le Moredek. Erwan qui, est avocat, qui va prendre le temps de se présenter et qu'on a souhaité inviter, avec qui on a souhaité échanger pour, nourrir ce forum, de façon à ce qu'on puisse entendre la voix de quelqu'un, qui s'engage profondément sur certains, sujets de société, certains sujets clivants et de pouvoir écouter un peu ce témoignage, cette expérience de vie, voir comment il fait, qu'est-ce que ça signifie pour lui, pour, aussi sa vie personnelle, professionnelle, mais aussi bien sûr pour sa vie intellectuelle, pour sa vie de citoyen, pour sa vie de chrétien, puisque Erwan ne se cache pas d'être chrétien. Donc merci Erwan d'avoir accepté de prendre ce temps. Donc Erwan Le Moredek, vous êtes avocat, mais Mmh. vous êtes aussi et peut-être encore plus connu pour un certain nombre de prises de position. Alors on va faire un peu de... Vous allez vous présenter, mais il y a très longtemps, vous étiez dans ce qu'on appelait les blogs. Mmh. Ça n'existe plus tellement aujourd'hui, encore un peu, mais Je différemment. fais de la résistance. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Erwan? Alors aujourd'hui, je suis donc avocat. Je tiens aussi une chronique hebdomadaire dans La Croix, après avoir tenu pendant 8 ans une chronique, bimensuelle dans La Vie. J'ai publié, 3 livres. Un premier qui était un peu une reprise de mes années, mes 10 premières années de blog. Un deuxième qui était sur la question identitaire dans l'Église, donc c'était, «Identitaire, le mauvais génie du christianisme», et puis dernièrement, un livre sur la fin de vie, donc fin de vie en République avant d'éteindre la lumière. Expérience de rencontre aussi, parce que j'ai pas voulu produire quelque chose de trop théorique et donc je suis allé à la rencontre des soignants, des unités de soins palliatifs, qui a débouché sur le fait que je m'engage comme bénévole en soins palliatifs. Donc je suis maintenant, bénévole depuis 4 ans, dans une unité, parisienne. Et voilà, et donc effectivement le blog, le début du blog, c'était en 2005. Les blogs ont commencé en 2004 et j'ai eu, enfin voilà, c'est des allées, des circonstances, des coïncidences dans la vie qui font que je l'ai lancé en 2005. Aujourd'hui, je l'alimente par les chroniques, mais comme, c'est mon bébé, j'y tiens, et même si les blogs n'existent plus, je continue de le faire vivre envers et contre tout. Alors pourquoi se lancer dans une aventure comme ça, il y a une vingtaine d'années? Qu'est-ce qui vous a motivé? Quel était j'allais dire le moteur de cette démarche, de prendre position sur un certain nombre de sujets? Alors, je dirais que peut-être que ce qui est un peu un point commun ou un fil rouge que je discerne dans ce qui fait que je finis par parler d'un sujet, c'est le sentiment que la parole qui me tient à cœur n'existe pas ou pas assez. Et donc, en 2005, alors moi j'avais une formation en droit communautaire. J'étais sur le web pour des Alors sujets. pardon, quand on dit droit communautaire, vous voulez dire droit communautaire européen, en fait, on parle de la pas communauté pas c européenne. pas celui de Pas pas le droit de l'Emmanuel, Voilà, c'est ça. voilà. Et et donc j'étais en droit européen, donc un peu formé à ces questions. J'étais sur le web pour des raisons complètement différentes, et que ce soit sur les palmes, donc les ancêtres des smartphones, ou sur la photo numérique, je voyais que les gens sur le web étaient unanimement, ceux qui s'exprimaient unanimement contre le traité, heu et que ça contrastait totalement avec les médias qui étaient quasiment unanimement pour le oui. Et donc, bah, d'une part, il y avait des choses qui me faisaient réagir parce que, bah, c'est pas si facile à comprendre le droit européen, et donc il y avait des contre-vérités, et que j'avais envie de discuter, et j'avais envie de m'engager. J'avais tenté un engagement en politique, qui m'avait dissuadé de continuer, et donc, là, je me voyais pas en début de carrière dans un cabinet d'avocats, et militer. En revanche, sur le web, ça permettait de le faire un peu à son rythme. Donc c'est comme ça que c'est parti. Petit à petit, si tu dis les lignes directrices, ben, petit à petit, il y a eu le fait que, là aussi, je trouvais que la parole catho existait à l'époque. Elle existait quasiment pas, et qu'il y avait, des blogs thématiques sur plein d'autres sujets. Moi, j'avais pas l'intention de faire un blog catho, j'ai fait un blog, politique.
mais pourquoi je cacherais et pourquoi personne ne dit qu'il l'est? Donc j'ai commencé à aborder un peu le sujet, puis quand le pape est venu, la Croix m'avait déjà demandé de contribuer à un blog à 4 mains. Donc voilà. Je vous fais pas tout l'historique parce que comme c'est 20 ans, on en a pour une demi-heure d'historique. Et alors, l'engagement d'après, peut-être celui qui vous a donné aussi un peu de visibilité médiatique à l'époque, c'est au moment du mariage pour tous. On est Mmh. au début des années 2010, 2013-2014, je pense, hein, à cette période-là. Là, vous prenez position, à l'époque, contre le mariage pour tous, si je ne trahis pas Non, tout non. à fait de façon de penser, parce que c'était déjà il y a quelques années. Qu'est-ce qui vous pousse, à un moment donné, à rentrer comme ça dans un débat de société? Parce que on entend le débat sur l'Union européenne, voilà, bon, un débat un peu technique quand même, il faut le dire. Là, on arrive sur un débat de société. Mmh. Qu'est-ce qui vous emmène sur un débat de société de ce type-là? Alors c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, je me souviens très, très bien d'un moment après l'élection de François Hollande, où j'étais au téléphone avec un ami et qui me parle de la perspective de la légalisation du, mariage, pour tous, et de l'adoption parce que, moi je tiens à ce qu'on n'oublie pas que c'était les 2 sujets, et qui me parle de manifestation. Moi je lui dis: oui, enfin je voilà», et qui me dit: «Mais si tu manifestes pas pour ça, pourquoi tu manifesteras?» Avec le recul, je me dis: «On a manifesté pour ça, on manifeste pas pour, contre l'euthanasie». Je pense pas que ce soit le bon ordre de priorité, mais moi j'étais pas initialement, très volontaire. Il y a aussi un effet d'entraînement, c'est-à-dire que tout le monde autour de vous va dans ce sens-là et en plus, vous avez effectivement, disons le mot de l'entretien, de ce clivage, qui fait que ceux d'en face caricaturent aussi ceux qui sont avec vous. Et donc ceux qui sont avec vous sont, des homophobes, n'ont rien compris, à la parentalité, n'ont rien compris au droit, et moi je voyais bien qu'avec ceux qui avaient, au début commencé à manifester, il y avait des gens qui étaient très, très loin d'une part de l'homophobie, très, très loin de l'extrême droite, qui correspondaient pas au portrait qu'on en faisait. Et puis, sur des sujets aussi parfois purement juridiques, il y avait des choses que j'estimais fausses et donc là aussi, je trouvais que la parole était trop unanime, dans un sens, y compris médiatiquement et que ça nécessitait un peu de défense et un peu de défense des arguments pour dire: «Ben non, c'est pas des arguments purement Sortir un peu des péremptoires». caricatures, quoi, d'une certaine manière, Oui, qui sont voilà. de part et d'autre, parce qu'en fait, vous l'avez vu bien, elles peuvent être aussi, enfin, elles sont dans les 2 Ah, sens, les caricatures. c'est effectivement ce moment d'affrontement, a amené aussi et c'est aussi un des sujets, c'est comment on évite de se laisser entraîner dans les radicalisations de ce genre de confrontation. Et c'est une radicalisation réciproque parce que en face, j'en veux beaucoup à François Hollande et à Manuel Valls d'avoir une politique, brutale qui a contribué à la radicalisation. Certains n'en avaient pas besoin. Il n'y avait pas que des anges dans le mouvement de la Manif pour tous. Certains n'en avaient pas besoin, mais d'autres ont été poussés à une forme de radicalité par la radicalité adverse. Mmh. Et je pense que là où c'est lié à notre sujet, c'est qu'on perd le souci de la vérité, de chercher la vérité, parce qu'on arrive dans une pure confrontation où on veut gagner et ça, c'est voilà, ça a été une période, je trouve, difficile. J'ai essayé une fois ou l'autre de garder le contact avec des personnes qui étaient, oui, dans le camp adverse pour montrer que ça n'était pas une opposition humaine et personnelle, mais c'était très, très difficile. Oui. Alors, on reviendra après sur cette question de la recherche de la vérité, mais on va juste, on continue notre fil, de votre histoire. Aujourd'hui, un autre débat, de société, émerge depuis quelques années. Là aussi, vous êtes, j'allais dire en première ligne, en tout cas, vous vous positionnez très fortement, c'est celui le débat sur l'euthanasie, ce que certains appellent le droit à mourir. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Là aussi, pourquoi ce combat? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Ben, moi, pour le coup,
ce débat est un sujet, ça fait un moment que je dis que ça fait 25 ans et donc comme je vieillis, ça commence à faire plus de 25 ans, que ça va bientôt faire 30 ans que c'est un sujet pour moi. Parce que la mort était quelque chose qui m'a taraudé, à l'adolescence et un peu après, la souffrance aussi, et que en revanche, l'impossibilité d'accepter qu'on provoque la mort était là aussi. Mais donc, comment on fait pour répondre à quelqu'un qui souffre terriblement? On ne peut pas se contenter de lui dire, «Bah, non, il y a un principe, on ne le fait pas». Enfin, c'est pas une mauvaise réponse de commencer par des principes. Il faut avoir des principes, ça vous tient, mais c'est pas suffisant. Et puis il se trouve qu'il y a un peu moins de 30 ans, j'ai rencontré un été une jeune femme qui était en école d'infirmière, qui est devenue infirmière en soins palliatifs et donc ça fait c'était en 97, donc la première loi sur les soins palliatifs est en 99, donc avant même qu'il y ait ce début de reconnaissance. J'avais un retour d'expérience sur ce qu'il était possible de faire pour prendre en charge la douleur, la souffrance, au-delà «Ah, il souffre terriblement, c'est pas sympa de refuser de lui donner la mort». Et donc, bah, je suis resté sensible à ça. J'ai écouté des interventions de soignants parce que je voulais aussi, heu, évidemment, il y a la position, heu, la doctrine sociale de l'Église qui, heureusement est inspirée, est étayée par aussi l'expérience des soignants. Mais je voulais pas juste une position, heu, religieuse ou qui pourrait être théorique. Et donc je me suis rapproché aussi des soignants et puis j'ai pris position parce que simplement déjà en 2021, il y a eu une proposition de loi qui a été débattue, qui a failli passer. Il y avait 85 de députés qui ont voté pour. Je me suis réveillé le matin en me disant: «Ben, un matin, tu risques de te réveiller dans un pays qui aura légalisé l'euthanasie, qu'est-ce que tu auras fait?» Heu et et je ne voulais pas forcément écrire parce que je me suis dit: «Tout le monde sait que tu es catholique, tu es la mauvaise personne pour le faire. On va dire que c'est encore les cathos qui veulent dire aux gens quoi penser, quoi machin». Mais en même temps, je me retournais, Il y avait personne il qui y a le faisait. voilà, c'est de il y avait des soignants qui parlaient, mais dans la société civile, il y avait, en 2022, il y avait personne. Donc je me suis dit: «Bah, peut-être pas le meilleur, porte-parole, mais en même temps, si toi aussi tu t'empêches de parler, qui va le faire?» Mmh. Je m'interroge en fait sur la un peu sur la méthode. Parce que, bon, tenir des positions, c'est bien, être nourri par des convictions, on le voit bien, c'est presque naturel. Hem, on voit aussi souvent peut-être un biais chez les gens qui prennent position, c'est un petit peu, j'allais dire, le biais d'autoconfirmation. Mmh. On finit par ne regarder, par ne lire que ce qui nous confirme dans nos idées et dans nos approches. Est-ce qu'on arrive à se prémunir de ça quand, comme vous, on essaye de prendre position dans un sujet? Est-ce que vraiment on a le souci de la contradiction? Est-ce qu'on la travaille? Est-ce que enfin voilà, comment on travaille en fait ces questions? Et j'insiste sur le mot travail puisque dans le cadre de ce forum Zaché et puis ceux qui ont pu faire le parcours, vous savez que, la question du travail est quelque chose d'important, quelque chose qui nous voilà, qui nous motive et qui nous mobilise. Donc comment vous travaillez en fait cette question? Comment vous vous laissez peut-être même transformer éventuellement par, aussi les contradictions qui se Mmh. Alors, je veux pas me parer de toutes les vertus et prétendre que, je sois quelqu'un qui travaille ardemment le point de vue adverse. J'ai mes faiblesses, j'ai mes confirmations. Effectivement, c'est je dirais que à la rigueur, ce qui me sauve sur ce débat, c'est que, je vis dans le bain adverse. Enfin on nous dit que 90 de la population, je n'y crois pas, mais on nous dit que 90 de la population pense l'opposé de ce que je pense. Donc les arguments contraires, les positions adverses, en fait, c'est quasiment le point de départ de ce débat. Donc je ne fais que les entendre. Médiatiquement, on n'entend presque que ça. En revanche, ce que j'ai quand même essayé de chercher, c'est de comprendre pourquoi quelle peut être la bonne raison pour laquelle certains veulent l'euthanasie? Qui ne sont pas tous,
des gens qui portent la culture de mort, qui veulent l'héritage de la grand-mère, qui veulent, sauvegarder les finances publiques en tuant les vieux. Il y a quand même, aussi d'autres motivations, et donc j'ai un peu aussi essayé de comprendre. Le fait est aussi que en me rapprochant des soignants, c'est aussi se rapprocher des de personnes, des soignants en soins palliatifs, qui ne sont pas, doctrinaires. Ils sont au Au réel, contact, du réel, ouais. voilà, Mmh. et puis d'un réel qui vous impose l'humilité. Parce que, avec toute l'expérience que peut avoir un soignant en soins palliatifs, c'est jamais lui qui souffre dans son corps, et donc quand vous vous retrouvez face à la personne malade, et souffrante, bah, vous êtes, voilà, et je trouve, et j'ai beaucoup d'affection et d'admiration pour les soignants de soins palliatifs parce que c'est pas 100 d'entre eux, mais il y a une proportion de gens humbles chez eux, qui est marquante. Et je pense que, sans arriver à ça, parce qu'il faut peut-être sacrifier parfois un peu à l'humilité pour oser prendre la parole, parce que c'est quand même un peu présomptueux de se dire: «Bah, moi, je vais parler». Mais le bénévolat m'a aussi Mmh, amené à toucher un peu de ce réel. Moi, c'est pas 24 heures sur 24, ou enfin, c'est pas 5 jours sur 7 comme les soignants. C'est une demi-journée par semaine, mais bon, vous allez voir des personnes, et j'ai rencontré des personnes qui réclamaient l'euthanasie. J'ai passé, une fois 45 minutes dans la chambre d'une femme qui demandait fermement à mourir, et mon positionnement de bénévole est dans l'écoute. Je suis pas là pour débattre, je suis pas évidemment pas là pour contester, ce que la personne dit. Ou pour la convaincre de l'inverse. Voilà, je peux de temps en temps évoquer ce qui peut peut-être plus mener à la vie qu'autre chose, parce que je ne vais pas non plus laisser, mais je suis dans l'écoute, et écouter pendant 45 minutes quelqu'un, ce qui est une expérience, fondamentale. Enfin, c'est dur d'être face à quelqu'un qui vous dit vouloir ne plus exister demain, vouloir mourir demain. Mais bon, ça amène aussi un peu à comprendre, la position de cette personne-là. On ne peut pas faire cette expérience aussi approfondie pour tous les sujets, mais effectivement, avoir à cœur de voir concrètement quelle est la réalité du sujet dont on parle, c'est Et c'est ça c'est donne nécessaire. ça donne un peu de profondeur, à ce qu'on écrit derrière. Je l'espère. Bon, quand on a préparé cet entretien, vous avez aussi beaucoup évoqué cette question, peut-être de l'esprit un peu grégaire dans Mmh. lequel parfois on rentre quand on veut défendre une position. Quasiment, comme si, faire corps était plus important finalement que la l'idée qu'on avait envie de défendre. Parce que peut-être on en a besoin aussi. Mmh. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? On voit bien des fois les dans les clivages, hein, qu'on connaît, on est de tel camp ou de tel autre, et finalement c'est presque plus important d'appartenir au camp, pour le dire Ouais. autrement, que finalement de débattre réellement, quoi. Alors comment vous vous positionnez par rapport à ça? Parce que, par exemple, quand vous avez écrit sur la question identitaire catholique, bah, vous avez un peu, peut-être trahi la famille? Je ne sais pas, en tout cas, j'ai ça pourrait être perçu comme ça. Bah, ouais, je dirais avant ça, ce qui m'a, aussi aidé à sortir d'un camp, et je ne le dis pas, juste par, flagornerie pour les parcours hachés, mais c'est la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire que je venais d'une famille politique, et dans ma paroisse, on a eu des petits ateliers sur la doctrine sociale de l'Église, et je me suis dit: «Ben, au final, ce qui est plus important pour moi, pour ce que je veux être dans ma vie, c'est pas de savoir si une idée est de droite ou si elle est de gauche, c'est pas de me méfier de telle idée parce qu'elle est portée par des gens de gauche, c'est de savoir si elle est juste ou si elle est vraie». Et donc, on peut pas avoir la prétention, enfin, je prétends pas discerner à coup sûr la vérité. Ce que je veux, c'est la rechercher en toute bonne foi, et donc éventuellement me tromper de bonne foi, mais avoir recherché la vérité.
Donc ça m'a déjà permis, je pense, de sortir d'une logique de camp politique, et pour essayer de chercher plus la vérité. Et puis c'est vrai que si là, ma vie de chrétien m'a aidé à sortir d'un camp, bah, il ne faut pas être naïf sur le fait que dans l'Église, on peut aussi avoir un effet, grégaire, un effet de camp, un effet de corps. D'ailleurs, c'est enfin, voilà, le corps du Christ, l'Église est un corps et cetera. Enfin, la métaphore du corps, elle est là, il ne faut pas se tromper sur son sens, mais ça dérive, ça peut être, l'esprit de corps. Et moi, assez souvent, j'ai eu des cathos pour me rappeler à l'unité, pour me dire que effectivement je ne devais pas dire ça parce que, ça nuisait, à l'image de l'Église, parce que voilà, parce qu'il y avait cette exigence d'unité. Bah, oui, mais on est un en Christ, donc on est un dans la vérité. Donc il faut, chercher la vérité et puis moi, j'ai les figures que petit à petit je me suis données, sont des figures qui n'ont pas hésité à être seules parce qu'elles suivaient ce qu'elles avaient discerné comme étant la vérité. Et je les suis non pas par identification, mais pour me dire: «Bah, si elles l'ont fait dans des circonstances incomparablement plus dures, plus graves, pour elles, toi, tu peux quand même le faire dans ton petit débat, de ce moment-là. Et je pense à Thomas More, je pense à Franz Jägerstatter, et juste, parfois, c'est aussi je me dis: «Mais aussi que ces gens-là soient pas morts pour rien. Si nous, derrière, on est juste, un troupeau, de gens qui pensent tous, de la même manière et qui, sifflent celui qui a le malheur de s'écarter un peu pour le faire revenir dans le groupe». Et puis je pense que derrière on a eu, parce qu'il y a eu ce sujet dans l'Église, mais derrière on a eu quand même le bouleversement des questions pédocriminelles. Ben, l'unité, dans l'Église, le fait de ne rien dire qui nuise à l'image de l'Église, qui puis et ben, on a vu que l'effet est diamétralement opposé. L'esprit de corps et de défense de l'institution, ça a failli conduire, parce que, l'Église en a vu d'autres, mais ça a failli conduire à l'implosion de l'Église. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut partir dans tous les sens, mais quand on discerne et quand on pense qu'une chose est vraie, heu, il faut aussi être chrétien dans la méthode que l'on emploie, et donc ne pas, ne pas être brutal, nécessairement. Mais parfois, si on croit en ce que l'on dit, faut oser secouer aussi. Mmh. Ouais, vous m'avez, aussi partagé, préalablement que, vous vous êtes toujours mis dans une position où vous avez un peu cherché d'une certaine la contradiction, pardon. Vous avez cherché la contradiction, en tout cas elle est venue à vous assez naturellement. Comment ça nourrit ça peut-être aussi votre façon de travailler? Je reviens sur cette question, cette méthode quoi. On travaille, on réfléchit, est-ce que vous lisez beaucoup, ce que disent les autres? Est-ce que vous vous laissez aussi interpeller? Enfin, que ce soit sur des sujets de société, sur des sujets d'église et cetera. Comment vous laissez aussi peut-être pénétrer par cette, contradiction? Alors je pense que, moi je suis effectivement, j'ai commencé à intervenir avec le web et on peut, critiquer beaucoup de choses du web. Je pense que ça a été aussi une ouverture que l'on n'avait pas forcément avant. Avant, il fallait quand même beaucoup de bonne volonté pour aller lire le journal du camp d'en face. Voilà, quand on était de droite, il fallait beaucoup de bonne volonté pour aller acheter Libération. Quand on était de gauche, aller acheter le Quotidien de Paris, c'est parce que je suis très vieux, donc le Quotidien de Paris, ça existait, avec quand même, beaucoup de bonne volonté. Avec le web, on a pu aller lire assez facilement les titres qui pensaient différemment de vous. Et puis fondamentalement, ce qui m'a probablement, un peu forgé, c'est que mon activité, depuis le début, est soumise à la contradiction. C'est peut-être quelque chose qui me distingue dans ma façon
enfin, je ne l'ai pas recherché, ça s'est imposé à moi. C'est-à-dire que les billets de blog, au début, quand les blogs étaient à leur apogée, dans le, je vais dire, dans le pire des cas, ce qu'il fallait le gérer. Je pouvais avoir 300 commentaires sous un billet. Donc, vous savez, quand vous publiez quelque chose, vous risquez d'avoir des gens plus au fait du sujet que vous qui vont venir le critiquer. Donc, les quelques fois où j'ai publié un billet qui était juste un billet d'humeur, d'agacement, un truc viscéral, et où derrière, bah, finalement, des gens plus sachants que moi sur le sujet sont venus me contredire. Je me suis senti mal à l'aise. Et donc, après, ben, au fur et à mesure, ça vous oblige à vous dire, bon, ben, si j'aborde, enfin, si j'aborde ce sujet, je dois l'avoir un peu réfléchi. Évidemment, je ne prétends pas, c'est impossible de faire le tour d'un sujet systématiquement quand on l'approche. Mais bon, donc ça m'a, voilà, ça m'a quand même un peu aidé. Pareil, quand on critique Twitter dans son côté polarisant, oui, il y a ce côté polarisant, mais il y a aussi le fait que c'est un énorme magma, raout, bazar, pour le dire poliment, mais où il y a tout. Et évidemment, il y a des imbéciles, mais ça, quand on sélectionne un peu ses comptes, on peut, voilà. Et il y a des gens qui pensent intelligemment pas la même chose que vous. Ouais. Donc, Est-ce que vous avez tout à l'heure évoqué, le fait de se tromper? Est-ce que vous êtes déjà trompé? Est-ce que vous êtes déjà dit: «Ah mince, je me suis trompé» et comment on réagit face à ça? oui, ça m'est arrivé. J'ai pas d'exemple, et puis je pense qu'en plus, il y a des situations dans lesquelles je me suis trompé, que je n'ai pas encore identifiées. Mais il m'est arrivé d'avoir des billets, effectivement, où j'étais assez mal à l'aise, de ce que j'ai. Des commentaires que vous avez eus derrière qui étaient finalement vous ont apporté quelque chose? Oui, Ouais, c'est qui ça. était plus juste que ce que j'avais dit. Donc ça m'a un peu poussé. Et bon, c'est vrai que comme j'essaye le plus enfin, je fais pas, je fais pas une vidéo dans la rue, pour dire ce que je pense du sujet d'actualité, où là, je pense que le risque de se tromper, est quand même très élevé. Heu, je 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 pense minimiser les situations dans lesquelles, je me trompe, par le fait que je ne prends pas la parole immédiatement. Même si faire une chronique par semaine, c'est quand même un rythme, Soutenu, soutenu. ouais, Mais bon. soutenu. Donc vous travaillez? Vous travaillez vos sujets? Ah, oui, j'essaye, enfin, j'essaye effectivement. D'abord, il y a des choses qui sont, c'est comme sur notre ordinateur, hein, il y a des trucs qui fonctionnent en arrière-plan, En donc permanence? voilà, il y a des choses qui vous constituent, en plus au fil des années, donc et puis quand je décide d'aborder un angle, je je le travaille, et j'essaye, et maintenant d'ailleurs même, là aussi, on parle d'intelligence artificielle. Si on va chercher, non pas les outils, qui sont travaillés pour vous dire que vous êtes magnifique et que vous avez raison, mais éventuellement certains qui acceptent un peu plus de challenges que vous racontez, ben, et même si on leur demande. Moi, ça m'est arrivé quand, j'étais un peu sur la feuille blanche, m'est arrivé de demander, «Voilà, ça c'est mon angle, contredis-moi». Et bon, bah, voilà, ça peut être intéressant. Oui, oui. Je voudrais venir sur un autre aspect de l'engagement qu'est le vôtre, fait de cette capacité à rentrer dans des combats. C'est peut-être un angle, un peu plus personnel, au sens où, quand vous avez commencé à prendre la parole, dans les blogs, ou sur Twitter à l'époque, donc X actuellement, vous l'avez fait sous un nom Mmh. d'emprunt, sous un pseudo, Cause toujours, et puis un jour vous êtes dévoilé. Hem, est-ce que finalement, prendre la parole, oser affirmer des opinions et plus que des opinions, enfin de travailler, de se positionner dans des débats publics,
Est-ce que c'est pas risqué? Parce que est-ce que des fois on n'a pas un peu peur de prendre la parole? Est-ce qu'on n'a pas un peu peur pour son image, pour sa réputation? Vous êtes avocat, vous avez donc une clientèle à faire, voilà, à trouver. Est-ce que des fois il n'y a pas des moments où on n'ose pas ou au contraire on se dit: «Ça c'est parce que je vais prendre position que ça amener encore plus de monde»? Enfin, Mmh. comment on vit en fait cette, vous voyez ce rapport finalement à sa propre image, quand on est alors vous, de manière un peu plus visible que d'autres, mais voilà, oser prendre la parole, c'est des fois ça peut faire peur. Comment on dépasse ça? Alors, déjà, bon, il y a aussi simplement des tempéraments personnels. Moi, parfois, il y a des gens qui comprennent pas l'engagement. Moi, je comprends pas le non-engagement. Donc, c'est spontané. Je dirais que, de fait, j'ai levé le pseudonymat quand je me suis mis à mon compte et quand j'ai considéré que je n'impliquais plus les autres et que je me mettais pas en danger professionnellement. Je ne sais pas si j'aurais pu me faire virer pour ce que je disais, mais bon, je me suis posé la question. Et puis, positivement, ce qui était le plus important, c'était que les gens se disent pas que, je n'assumerais pas ce que je dis à visage découvert. Bon, d'abord, je estimais ne rien dire qui soit honteux, et puis je voulais qu'il soit clair que, bah, ce que je dis, oui, je l'assume, et je n'ai pas de difficulté. Après, je trouve que, je ne me sens pas courageux et parfois, mais je le dis pour titiller, pour provoquer un peu envie de dire parfois quand certains me disent, «Tu es courageux», est-ce que c'est moi qui suis courageux ou est-ce que c'est les autres qui sont lâches? C'est-à-dire que parfois je me vois et je me visualise un petit peu comme, enfin dans les tranchées en 14-18. Heu, Celui qui part tout seul, on peut dire qu'il est courageux, mais Téméraire peut-être? voilà, mais c'est peut-être aussi parce que les autres sont restés dans la tranchée qu'il apparaît comme courageux. Si tout le monde avait fait son job, si tout le monde, si on était plus nombreux à parler, ce serait moins courageux de le faire, et en tout cas, ça paraîtrait moins, question de courage. Après, ouais, c'est pas sans tiraillement, et que c'est pas toujours très agréable, très facile à vivre, moi, je pense pas en payer le prix sur un plan, idéologique. Je pense en payer le prix, plus par le fait que, pour beaucoup de gens, on est en silo. Donc, on fait une chose. Soit on est chroniqueur, éditorialiste, journaliste, soit on est avocat. Mais on ne fait pas les 2. Et donc, pour un certain nombre de gens qui me connaissent comme, blogueur, chroniqueur, ils ne me voient pas avocat ou ils veulent pas m'imaginer, avocat. Après, il y a des choses que j'aurais pas été capable de faire autrement. Donc, bon, bah, au bout d'un moment, je dis pas que ce soit toujours facile à vivre, mais Vous m'avez confié que ça avait aussi peut-être perturbé des amitiés? bah, le débat sur la question identitaire, a été, violent, a été douloureux. Il y a des gens qui ne m'ont plus adressé la parole depuis 9 ans. Parce que ce que vous défendiez, c'était que peut-être des fois l'Église, faisait des confusions entre une forme d'identité? Peut-être revenir juste un peu sur ce que vous avez défendu dans votre ouvrage? Ouais, c'était moins, en fait, moi, ce qui m'a surpris, ce qui a été douloureux, c'est aussi que les gens ne comprennent pas que d'une part, je pouvais m'inclure dans mon objet d'analyse, heu et que c'était fait avec bienveillance et pas, avec critique. C'était de dire: «Qu'est-ce qui nous menace? Qu'est-ce qui où est-ce qu'on risque de se tromper d'approche?» Et donc je partais aussi du constat qu'un milieu radical, disons-le, d'extrême droite, essayait de s'emparer de la question, religieuse et du christianisme pour l'utiliser, comme une bannière, et en fait en faire une espèce d'accessoire sur l'étagère, au même titre que, que le fait d'être français de souche, que parfois que le fait d'être blanc, et pour moi c'était complètement, incompatible. Enfin je suis je suis même pas chrétien de la même manière que je suis français. Enfin et donc il y avait d'une part un refus
d'une récupération et d'un embrigadement et d'une instrumentalisation politique de ma foi qui me semble, mériter mieux. Et puis le fait de dire: «Mais c'est étonnant, pourquoi est-ce qu'on y est sensible?» Pourquoi alors qu'on a quand même beaucoup de choses dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, qui devraient fonctionner un petit peu comme des vaccins, des antidotes, pourquoi on y est sensible? Et donc m'intéresser à ce qui, chez moi aussi pouvait, relever d'une logique identitaire, hem, mais qui pour moi faisait courir le risque de stériliser la foi, et parce que en fait et d'ailleurs, la notion d'identité, elle n'a pas été introduite de façon innocente, dans le débat. C'est délibérément, on sait que, maîtriser les mots, c'est déjà maîtriser une partie du débat et si on parlait du débat sur l'euthanasie, on pourrait en parler. Mais le concept d'identité a été introduit parce qu'il introduit, c'était d'ailleurs Bruno Maigret qui disait: «C Quand vous parlez de classe, vous vous situez déjà dans le marxisme». Il dit: «C'est pour ça que nous avons introduit le terme d'identité» et on se place déjà dans quelque chose parce que l'identité, c'est immuable. C'est si c'est mon identité, voilà, c'est immuable. Alors que pour moi, la foi, ce qui la rend, belle, c'est qu'elle soit libre. C'est qu'aujourd'hui, je peux dire: «Je crois», si je peux dire enfin, je pourrais dire demain: «Je ne crois plus», mais c'est une adhésion libre. L'amour de Dieu, il doit être libre. C'est pas une question, identitaire dont je ne peux pas bouger. Et donc c'était ça aussi qui me semblait, Ouais. Et donc important. cette prise de position que vous avez eue il y a quelques années dans le enfin, avec votre livre, vous a pas forcément fait que des amis, c'est ce qu'on disait. C'était aussi le risque à prendre, d'une certaine manière, de cette vérité que vous vouliez, en tout cas que vous vouliez défendre? Moi, j'avais, dans le sillage, de la manif pour tous, dans le sillage de la crise des migrants en 2015, j'avais été extrêmement choqué. Je prendrai qu'un exemple. Une fois, sur Facebook, un gars qui avait une icône de la Vierge Marie et qui appelait à pendre mon associé parce il s'était positionné contre l'instrumentalisation des crèches, et bon, dire Des mais crèches qu'on met à Noël. et voilà et me dire: «Mais enfin, c'est» alors évidemment, il y a des gens qui discernent pas, qui sont mal positionnés et tout, mais c'était pas complètement le seul. Donc je me suis dit: «Mais là, oui, je prends un risque, évidemment». En plus, j'attaque bille en tête et frontalement un milieu d'extrême droite qui est pas connu pour sa douceur et sa bienveillance dans sa réponse. Mais on peut pas laisser faire que l'icône de la Vierge soit compatible avec des appels à la violence. Bah, oui, il fallait un peu y aller. Rétrospectivement, je le regrette pas, même pour des questions je l'ai pas fait pour ça, mais pour des questions de positionnement, c'est difficile de dire aux gens que vous n'êtes pas, dans la petite case qu'ils veulent, mais que ce soit plus compliqué qu'ils ne le pensent, ça ne me déplaît pas et puis c'était aussi une fa enfin, ça permet aussi de revendiquer sa liberté aussi, de dire, bon mais il y avait quand même un vrai enjeu, et 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 oui, enfin, effectivement, quand on l'a préparé, je vous disais que j'ai un ami qui donc ne m'adresse plus la parole depuis ce temps-là, qui a dit publiquement que j'étais l'archétype de quelqu'un qui instrumentalise sa foi. Bon, quand c'est une conviction un peu sincère chez vous, c'est un peu difficile à entendre, difficile d'entendre que cette personne non seulement le pense, mais le dit en public. C'était sur Twitter, voilà. Mais mais bon, c'est là encore et puis, oui, j'ai eu des membres et parfois haut placés du clergé qui m'ont dit que je parlais d'un épiphénomène qui n'existait pas. Allons parler, c'est pas tous des catholiques, mais ce sont des chrétiens, allons parler maintenant des, nationalistes chrétiens,
de Pete Hegseth qui nous cite l'Ancien Testament pour justifier des bombardements, qu'on ne dise pas que la foi n'est pas utilisée de façon identitaire, qu'on ne dise pas qu'on n'est pas menacé de ça aujourd'hui. Donc c'était peut-être embryonnaire en 2017, mais je ne pense pas avoir parlé d'un épiphénomène, quoi. Mmh. On va, conclure avec une dernière question rapide, mais importante. Aujourd'hui, on a l'impression que pour pouvoir résoudre ces problèmes de clivage, on a besoin d'un homme ou d'une femme providentielle Mmh. qui, par sa stature, viendrait arrêter tous les débats. Suivez-moi, ralliez-vous à mon panache blanc, et enfin tout irait mieux. Vous aviez une opinion sur la question, alors je vous laisse quelques minutes pour peut-être Oui, nous expliquer comment vous voyez cette situation. et Cette là, question. c'est vrai qu'on voit aussi, même dans les études d'opinion, qu'il y a une part notable de la population et de la jeunesse qui se dit on a besoin d'un homme fort, d'un leader fort, qui n'est pas tributaire du Parlement, voire en fait donc pas tributaire de la démocratie pour remettre de l'ordre. Mais moi, je me dis, bah, c'est qui les leaders forts et identifiés? C'est Trump, c'est Poutine, c'est Benyamin Netanyahou. C'est spectaculaire. C'est sûr que, quand ils décident, ça suit derrière et puis ça fait des belles images, de beaux bombardements, la puissance est marquée. Mais d'une part, ça laisse la désolation, sur place et d'autre part, pour l'avenir, ces gens ont ruiné leurs alliances. Poutine a ruiné une bonne part des alliances, profitables qu'il pouvait avoir. Trump, il veut plus de l'OTAN, mais l'OTAN le regarde aussi en chien de faïence. Benyamin Netanyahou, au Moyen-Orient, ça devient quand même nettement plus compliqué. Donc, OK, on a quelque chose, le leader fort, il impose quelque chose, mais ce qui se crée dans la durée est beaucoup moins sexy, politiquement peut-être, mais se fait par les alliances qui sont compliquées à mettre en œuvre, mais qui assurent une durabilité à ce que vous faites. Hem et si je reviens juste, on dit souvent qu'une des expressions, dans l'armée israélienne, c'est de dire: «On tond le gazon». Et effectivement, on tond le gazon, une fois, bah, et puis avec la conscience que le gazon repousse et qu'il va falloir, retondre. Donc le leader fort, il tond le gazon, mais construire quelque chose de durable, ça demande effectivement, un peu plus d'accepter un travail, laborieux, mais qui nécessite effectivement d'écouter l'autre, de prendre en considération sa position, d'accepter que ce sera pas sa position pure et parfaite qui prévaudra, et voilà, enfin, c'est donc, et puis aussi, bien discerner ce que c'est que la force. Quand on parle homme providentiel, on pense toujours à De Gaulle. De Gaulle, c'était pas la brutalité, c'était des convictions, c'était brutalité. Ce sont aussi des institutions, Voilà, mmh, il y et a des organismes. choses. Adenauer, il a été, il a reconstruit l'Allemagne. Ça a été dur. On peut dire que c'est un homme fort, on ne se trompe pas sur la force. Merci Erwan. Merci beaucoup Merci à vous. pour, tout ce que vous avez partagé. On vous souhaite bonne continuation dans les Merci. combats qui sont les vôtres, et puis, bah, au plaisir de vous retrouver bientôt à Paray-le-Monial ou ailleurs. Volontiers. Merci.